Bonjour, aujourd'hui est le 31 juillet, date de notre nouveau rendez-vous. Merci pour votre présence, dont vous savez combien elle nous est précieuse. Dans notre première vidéo, intitulée « Le devoir d'action », publiée le 2 juillet, nous avons dénoncé avec force les menaces qui pèsent sur notre pays et affirmé la nécessité absolue de réagir dans l'urgence à due proportion du principal péril identifié, une immigration invasive, surnuméraire, proche de former contre-société. Dans notre deuxième vidéo, intitulée « Le programme en réplique », nous avons exposé les grands traits des mesures principales et en premier lieu un moratoire de 5 ans qu'il importe de mettre en œuvre sans plus tarder pour enrayer l'avachissement de notre pays et enclencher l'indispensable sursaut patriote. Dans cette troisième vidéo, que nous intitulerons « La tierce solution », nous vous proposons, dans la perspective de la future élection présidentielle, d'engager une réflexion sur le thème « Quel homme, quelle femme, éventuellement adossé à quelle structure ?» pour, en s'appuyant notamment sur notre programme, s'imposer comme un des deux finalistes à l'issue du premier tour et l'emporter ensuite au second tour, quel que soit le concurrent qui lui soit opposé. Sans solennité superflue, mais avec beaucoup de gravité. Ne nous trompons pas un seul instant sur l'importance cardinale des enjeux. Un tout petit peu d'histoire très contemporaine. Plutôt référentiel à un autre sujet, il est vrai lui aussi de pleine actualité, l'actuel chef de l'État déclarait récemment, avec toute la solennité requise, et c'était justifié, notre pays en état de guerre. Il imaginait alors un seul front, celui de la pandémie. Il lui faut aujourd'hui en ajouter un autre, bien plus dangereux encore, mais qu'il feint d'ignorer, une immigration islamique invasive et incontrôlée. Le président n'est en rien responsable de l'agression virale. En revanche, à l'instar de ses prédécesseurs depuis 40 ans, il devra, le moment venu, assumer sa part de responsabilité quant à la dérive migratoire. Et puisque nous sommes aux portes d'une presque belligérance, ayons bien à l'esprit qu'il existe deux sortes de guerres. Les guerres de type, appelons-les préférentielles, dont il est hautement souhaitable de les gagner, car si l'on n'y parvient pas, il faut alors supporter les conséquences dévastatrices, telles le démembrement du territoire national, cas de la France contre la Prusse après le traité de Francfort en 1971, avec à la clé la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, ou encore de colossales indemnités de guerre, comme celle infligée à l'Allemagne par les Alliés après la conférence de Potsdam en 1945. Terribles plaies, interminables à penser, mais la France en 1971 et l'Allemagne en 1945 vivaient encore et vibraient même déjà d'un élan national inouï pour mieux se relever. Et puis, il y a les guerres de type, disons, existentiel. Celle qu'on ne peut en aucun cas se permettre de perdre, sauf à disparaître. Ce fut par exemple la situation d'Israël en 1967, la fameuse guerre des 6 jours, où l'État hébreu, mu par une pulsion de vie préventive et salvatrice, prit avec succès l'initiative contre la coalition Égypte, Syrie et Jordanie après le blocus du détroit de Tirane. Une défaite, les coalisés n'en faisaient en aucun cas mystère, aurait signifié l'anéantissement d'Israël et son effacement de la carte du monde. Israël ne pouvait pas perdre, sauf à ne plus exister. C'est bien à ce dernier type de guerre, la guerre existentielle, que nous sommes aujourd'hui confrontés. Et en avril prochain, le peuple de France ne peut, une fois de plus, s'égarer dans son choix. En 2027, il n'y aura pas de session de rattrapage. En 2027, il sera trop tard. On devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et pourtant être décidé à les changer, fait dire Scott Fitzgerald à Gatsby le Magnifique. Les choses ne sont pas sans espoir et nous devons être décidés à les changer sans rien ignorer des obstacles multiples qu'il faudra surmonter, et en particulier la forteresse des bases légales actuelles, nationales et européennes, sur tout sujet inhérent à l'immigration. Le programme en réplique, c'est notre vidéo numéro 2, est himalayen, herculéen,
Et il faut pour se l'approprier, le façonner sans l'affadir et le mettre en œuvre, une figure politique dont l'épaisseur et le courage soient ajustés à la difficulté de l'entreprise. Alors qui ? Au moins sait-on déjà qui cela ne peut être. Certes, à aucun moment, le président actuel n'a fait honte à la France en termes de représentativité sur la scène internationale, et ce, à la différence de certains de ses prédécesseurs les plus immédiats. Mais à cause d'ambiguïtés quasi permanentes sur la réalité de ses intentions et de ses dissimulations quasi pathologiques, mais quand ce président-là est-il sincère ? Son quinquennat est une chronique ininterrompue d'esquives, de revirements et de contradictions. Il adapte un discours caoutchouteux aux attentes supposées du public de l'instant. La démagogie, la duplicité et la cautèle sont continuellement à fleur de son propos. S'il était un homme selon La Bruyère, il ne serait pas l'honnête homme qui, en tout désintéressement, privilégie l'esprit plutôt que le matériel, et moins encore l'homme de bien qui incarne et professe les vertus chrétiennes, qui sont pourtant le socle de notre civilisation. Non, il serait l'habile homme, celui qui s'est évolué dans la société, en ne cherchant que la satisfaction de ses intérêts personnels et l'assouvissement à terme de desseins dont il ne fait pas spontanément l'aveu. Il est indifférent aux racines profondes de la terre de France, chère au général de Gaulle ou au président Herriot, notre vidéo numéro 1, et à tant d'autres patriotes de droite et de gauche. Il rêve de dissoudre la France, ou en tout cas de la diluer dans un brouet d'Europe qui travaillerait à l'avènement d'un État mondial et d'un gouvernement planétaire dont lui-même serait, peut-être, l'un des hommes clés. Il est l'un des chantres d'un nouveau projet civilisationnel, le transhumanisme, courant de pensée objectivement pervers, selon lequel les capacités cognitives et physiques de l'être humain peuvent être accrues grâce au progrès scientifique. Ce qui suppose, entre autres conséquences, une révolution anti-élite, donc le déni de toute méritocratie et l'installation généralisée d'une société multiculturelle, y compris donc sur notre sol. En cela, transhumanisme et universalisme institutionnel, c'est-à-dire le principe selon lequel tous les peuples, toutes les races, doivent être représentés à parts égales dans la conduite des affaires du monde, finissent par se rejoindre, d'où la déconstruction de l'histoire de France qu'il prône, formule glaçante, on ne peut plus fidèle à la pensée et au projet de son auteur, la relégation de la colonisation, qui a pourtant bien des vertus, au rang de crime contre l'humanité, ou encore les actes de repentance ou de contrition abusivement prononcés en notre nom pour des crimes que nous n'avons pas commis ou des torts que nous n'avons pas encourus. Il y a peu, un psychanalyste de renom, habituel turiféraire du président, mais d'ordinaire mieux inspiré, se risquait au diagnostic suivant. Le handicap de Macron, nous citons, disait-il, c'est qu'il est trop intelligent. Comprendre trop intelligent pour la communauté des autres. Merci pour les autres. Trop intelligent, vraiment ? À bien regarder le bilan provisoire de son quinquennat, on se réjouit qu'il ne l'ait pas été davantage encore. En avril 2022, l'actuel chef de l'État sera présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais il ne sera pas réélu. C'est un tout autre regard qu'il nous faut porter sur la candidature déjà déclarée de la présidente du Rassemblement national. Finaliste en 2017, elle avait, comme chacun en a gardé le souvenir, et sans y insister plus que de raison, étalé lors du fameux débat du deuxième tour une incurie vertigineuse sur pratiquement tous les thèmes abordés. Incurie aggravée par une totale absence de talent de répartie ou d'aisance oratoire pour sauver les quelques apparences qui peut-être pouvaient l'être encore. Touché, mais pas coulé, par cet inconfortable épisode, on aurait pu la croire habitée par un furieux désir de revanche. On l'imaginait, jour et nuit, inlassablement, travaillant tout sujet, régaliens, économiques, sociétaux, sous l'égide intransigeante des meilleurs experts, puis mise sur le grill par les cornacs les plus exigeants, jusqu'à tendre vers une forme de perfection. Bref, on ne l'y reprendrait plus. Là, lorsque vint l'opportunité d'une possible rédemption, un débat notamment centré sur la question migratoire,
l'opposant en février dernier au ministre de l'Intérieur, qui n'est pas mauvais débatteur. On assista, atterré, incrédule, à l'étalage des mêmes approximations, à la même méconnaissance des dossiers, à la même ignorance des indicateurs chiffrés, à la même pauvreté du verbe et de l'argument. Un tel degré de légèreté. Force est donc au public, à l'électorat que nous sommes, de choisir entre les deux termes de l'alternative suivante. Ou bien, la présidente du Rassemblement national est d'une désinvolture incurable et pense irrespectueusement qu'elle peut se présenter au suffrage du peuple sans avoir préalablement besoin de travailler ses dossiers. Et l'électeur appréciera. Ou alors, bien qu'ayant déployé réellement et sincèrement le meilleur de ses efforts, elle ne peut pas faire mieux. Et l'électeur appréciera. Ce que pouvait valoir le Rassemblement national, un parti républicain comme un autre, résidait dans sa signature politique faite de vaillance, de constance et de radicalité. Pour trouver les points électoraux qui lui manquent, tout au moins le croyait-il, le RN a tenté d'élargir sa base électorale, en portant son regard dans d'improbables directions. Mais à trop vouloir parler à tout le monde, on finit par n'être entendu par personne. Et surtout, on fragilise, en le déconcertant, le noyau dur de ses fidèles, sur qui on ne peut plus indéfectiblement compter. Pratiquer des ajustements programmatiques au gré des enquêtes d'opinion est, outre une malhonnêteté intellectuelle, une option stratégique à haut risque. La sortie de l'euro, ce n'est plus d'actualité. Ah bon? Les accords de Schengen, pas si mal finalement, notamment la libre circulation des personnes, dont acte. La Cour européenne des droits de l'homme, belle défense de l'état de droit au niveau communautaire. Ça, c'est une révélation. L'islam en France, le RN et sa présidente n'ont pas de problème avec l'islam, qui est décidément compatible avec la République. Alors ça, c'est carrément une illumination. On s'en tiendra là, mais on pourrait continuer. À une certaine radicalité, qu'on pouvait discuter, mais qui avait le mérite de la clarté, a succédé un opportunisme indécent, multidirectionnel, privé de toute ligne de cohérence, ce qui éclaire beaucoup sur la fermeté et la sincérité des convictions historiquement affichées par le Front National. Que reste-t-il du RN après les foucades de sa présidente? Un parti sans consistance, conduit par une présidente sans boussole. En avril 2022, le Rassemblement national ne sera pas présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. La présidente de la région Île-de-France et le président de la région Hauts-de-France sont déjà très ouvertement pour l'un, plus implicitement pour l'autre, c'est-à-dire via une primaire, fait acte de candidature à la magistrature suprême. Le président des Hauts-de-France, qui se croit peut-être fin stratège, a choisi un cavalier seul, agressivement déconnecté de son ancien parti, choix qui, avec une somme de dégâts malaisés à apprécier, ne peut conduire nulle part ailleurs que dans une impasse. S'il ne modifie rapidement sa trajectoire et ne vient à récipiscence, il va le découvrir à ses dépens. La présidente de l'Île-de-France, plus habile ou moins impétueuse, se garde bien de s'affranchir des liens tutélaires et de l'appareil qui va avec, sagement conservé avec le parti qu'elle a pourtant quitté. L'une et l'autre revendiquent de façon appuyée une filiation étroite avec un ex-président qui, peu ou prou, plus prou que peu d'ailleurs, fut leur mentor. Ce même président, par 2 fois élu puis réélu, qui, pur radical de gauche, avec les ambiguïtés qui s'y attachent, a réussi la prouesse de laisser croire à ses électeurs toute une carrière durant qu'il était un homme de droite. Ce même président dont le parcours politique ne fut qu'une longue suite de trahisons, la plus dommageable pour la France étant, en 1981, le lâchage indigne et inexpiable du président en exercice au profit du candidat socialiste, avec les conséquences historiquement dévastatrices que l'on sait. Un ex-président qui fit passer ses médiocres rancœurs personnelles avant l'intérêt supérieur de la patrie. Tout le contraire, bien sûr, du général, dont il osait pourtant se réclamer. Un ex-président, si bien percé à jour, mais un peu tardivement,
par l'une de ses éminentes conseillères à la fin des années 70, qu'elle en vint, déception après déception, à ainsi le définir: je le croyais du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets. Tout est dit, avec une cruauté perfide, sans grande élégance, mais avec une justesse implacable. Bien sûr, les deux prétendants à la candidature en 22 ne peuvent porter le fardeau des reniements et trahisons de leur mentor, mais leur choix libre et volontaire d'un tel maître à penser n'augure rien de bon en matière de constance et de fermeté d'âme. En avril 2022, l'un ou l'autre des deux présidents de région évoqués peut incarner la troisième voie, la tierce solution. Mais il s'agirait alors d'un choix de résignation exercé par défaut, non du choix novateur et enthousiaste dont le pays a besoin. Alors qui? Le nom, le visage, le parcours de cet homme, de cette femme, ou encore de ce groupe de femmes et d'hommes, qui ne sont pas confidentiels, puisque c'est leur programme et sa mise en œuvre qui doivent l'être, n'est ou ne sont probablement pas tous connus aujourd'hui. Mais revenons juste un instant de plus sur le programme. On pourra bien sûr penser que la mise en œuvre intégrale, ni tronquée, ni affadie d'un vigoureux programme de reconquête civilisationnelle est totalement impossible, tant sont nombreux et imposants les obstacles juridiques et constitutionnels français et européens, ainsi que les oppositions de toutes sortes et origines. C'est sans doute impossible. En effet, à ce détail près que nous n'avons plus le choix. En 1808, à Somosierra, ou un peu plus tard à Magdebourg, l'extrême difficulté de vaincre aurait pu rebuter les soldats de l'Empire. Impossible n'est pas français, aurait alors martelé l'empereur, avant chacune de ces deux batailles, pour surmonter doutes et hésitations. Qu'il ait ou non prononcé ces mots importe peu. Cette expression lui ressemble comme elle doit désormais nous ressembler. Or, aujourd'hui, il suffit de déclarer péremptoirement d'une idée ou d'un projet qu'il est impossible à réaliser pour que, sur l'instant, même les plus vaillants renoncent à s'y employer. C'est sans doute la différence, tellement éclairante, entre l'ardente volonté des conquérants d'hier et la triste pusillanimité des technocrates d'aujourd'hui. Le temps n'est plus à l'esquive ou à l'atermoiement, facilité piteuse dont nous avons fait trop abondant usage. En tant que patriotes, citoyens, électeurs, nous sommes, croyons-nous, légitimes à interpeller les quelques politiques, il en reste fort peu, aptes à, métaphoriquement, relever le drapeau tombé à terre et traverser le pont d'Arcole. À ces personnalités que nous espérons faites de marbre et non de faïence, nous disons: approuvez-vous globalement nos constats, diagnostics et préconisations? Définitivement, ni l'actuel chef de l'État, ni la présidente du Rassemblement national ne sont une solution pour la France. Ni l'un, ni l'autre. Jamais. En aucun cas. Les deux présidents de région évoqués sont certes d'estimables candidats, mais nous ne pensons pas, pour les raisons exposées, qu'ils puissent incarner un chemin de vrai salut. Enfin, même si le soutien de la structure LR sera indispensable, post-désignation du candidat unique, il n'y a pas grand-chose à attendre des arbitrages, des partages et autres absconses médiations du président du Sénat et du président des Républicains. Nous pensons, sans à cet instant prononcer aucun nom, et c'est délibéré, que quelques politiques représentant une droite de caractère, humaniste et patriote, peuvent incarner la troisième voie, la tierce solution. S'il vous plaît, messieurs et mesdames, découvrez-vous, parlez-vous. Purgez vos micro-désaccords ou vos discrets contentieux, à supposer qu'il en existe. Imposez silence à vos égaux, quitte à les martyriser. Choisissez loyalement, sans arrière-pensée, ou le moins possible, celui ou celle d'entre vous qui, figure de proue, portera les couleurs de tous. Entrez en conclave et n'en sortez qu'à l'émission d'une fumée bleu, blanc, rouge. Répartissez-vous exclusivement tâches et devoirs. Pour ce qui est des titres et honneurs, vous verrez plus tard. Déclarez-vous très vite, pour que chaque citoyen, chaque électeur sache bien que derrière le candidat désigné se tient un groupe identifié, homogène, solidaire, porteur d'une vision, d'une espérance et d'un projet, et de surcroît, adossé à un appareil robuste
et motivé. Consacrez chaque minute de la toute petite année qui reste à mettre en forme votre programme, puis à fourbir le meilleur de votre stratégie et de vos arguments. Développez une très pédagogique campagne d'explication destinée à dessiller les yeux de ceux qui ne voyaient pas et emporter l'adhésion de ceux qui ne savaient pas. Il vous faut convaincre quelques 22% de l'électorat du premier tour, peut-être 23%. Si vous y parvenez, la suite s'imposera d'elle-même, comme une évidence. Dans l'intérêt supérieur de la France, de notre patrie, vous avez, eu égard au péril qui nous assaille et au temps qui presse, une obligation de résultat. Il n'y a rien au monde de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, écrivait Victor Hugo au soir de sa vie. L'heure de retrouver pacifiquement, mais avec une saine autorité, notre dignité, notre discernement et notre identité est-elle venue? Nous attendons votre réponse. Le mouvement Rendre la France à la France pense, à ce stade, avoir pleinement rempli la mission d'alerte, de diagnostic et de proposition qu'il s'était assignée. Aussi, ne fixerons-nous pas une prochaine date de rendez-vous vidéo. Pour autant, nous allons intensément observer au cours des prochains mois et semaines les prises de position, déclarations et autres mouvements qui animeront la classe politique dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. De la même façon, nous serons extraordinairement attentifs aux retours et réactions consécutifs à l'initiative, au programme et au questionnement de notre mouvement. Si le cours des événements va dans la direction pour laquelle nous œuvrons, nous nous en tiendrons à un silence vigilant. Dans le cas contraire, nous reprendrons la parole. Encore merci pour votre soutien. Prenez bien soin de la France. Sans doute, à très bientôt.